Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission où les spécialistes vous répondent pour le Covid-19. Comme vous le savez, nous avons commencé une petite série de 10 épisodes où on vous explique le Covid de A à Z avec les informations qu'on a. Comme vous le savez, il y a des médecins qui incitent à la vaccination et vous expliquent pourquoi et quels sont tous les éléments qu'ils peuvent vous mettre à disposition. Donc n'hésitez pas, même principe, on vous donne des informations, ensuite on ouvre la ligne après que les médecins aient expliqué tout ce qu'ils avaient à vous dire. Donc aujourd'hui, c'est la prise en charge du patient en unité Covid. Donc déjà pour commencer, on va répondre à la question, est-ce que l'État se décharge de toute responsabilité et est-ce qu'on ne peut pas déclarer les effets indésirables? Alors visiblement, selon nos informations à nous que nous avons, c'est faux. Ils ont mis en place un système de vigilance des effets indésirables suite à l'injection des vaccins contre le Covid-19 dès le début. Et d'ailleurs, on le sait déjà, moi-même j'en parlais il n'y a pas si longtemps, il y a plus de vaccins qui ont donné tout de suite leurs premiers résultats, mais la pharmacovigilance a été mise en place assez rapidement. Donc là, vous allez voir comment ça va s'afficher, vous allez voir comment ça fonctionne. C'est ce qu'on appelle l'ANSEM. Donc vous pouvez les contacter et ils vous ont mis en place des fiches où ils ont répertorié absolument tous les effets désirables que les médecins ou que les personnes qui ont été injectées ont remonté. Donc ça va défiler. Vous allez voir, lorsque vous arrivez sur le site, vous avez un système de déclaration. Vous pourrez lire les documents une fois sur place. Donc vous allez sur le site déclaration signalement vaccin et vous allez trouver sur Google toutes les informations nécessaires. Alors voilà, donc ça se présente comme ça, vous rentrez à l'intérieur du site, vous allez cocher pour dire que vous voulez signaler des effets indésirables. Donc ça, c'est la première fiche. Vous avez vu celle de Johnson qui est effacée. Ça, c'est celle pour le Pfizer. Ensuite, vous allez voir, il y a celle de l'AstraZeneca et il y a celle de Moderna. Donc voilà, donc ça, ce sont les effets qui ont été référencés. Après, n'hésitez pas, si vous avez d'autres effets secondaires, à aller voir votre médecin et à essayer de faire remonter au maximum d'informations. Ou sinon, vous appelez la presse et vous pouvez en parler directement si vous voyez que votre cas ne passe pas ou si vous avez fait des déclarations et que ça ne passe pas. Et nous, on va se charger de les appeler pour aller leur poser des questions. Donc ce soir, nous sommes avec le médecin, le docteur Bruno Jarige. Bonsoir. Docteur Jarige. Bonsoir, oui, bonsoir. Est-ce que vous nous entendez? Bonsoir. Voilà. Donc vous êtes en Guadeloupe. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et nous expliquer la prise en charge du patient et de l'unité Covid, ce que vous allez mettre en place pour ce soir? Moi, je suis le docteur Jarige, donc je suis le directeur médical de la crise au CHU de la Guadeloupe, et donc on organise la gestion de cette quatrième vague qui malheureusement est très très importante de par deux éléments. Le fait que notre population est très peu vaccinée, et le deuxième, c'est que notre population est fragile avec beaucoup de comorbidités qui donnent des formes graves avec cette maladie virale. Donc, qui sont les maladies fréquentes en Guadeloupe comme en Martinique, qui sont l'hypertension, le diabète, le surpoids, voire l'obésité. Donc, toute comorbidité qui malheureusement peut aboutir à des formes graves chez les patients non vaccinés. D'accord, donc, merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Donc là, on est avec le professeur André Cabier, bonsoir, qui va nous parler de la prise en charge initiale, les bilans, les traitements médicaux, les soins infirmiers, l'hygiène hospitalière. Comment ça fonctionne ? Bonsoir, alors je vais essayer d'être rapide. Bonsoir à tous. Donc en fait, dans les unités Covid, déjà, on a des personnes qui ont
Donc le Covid, mais un Covid qui a atteint le poumon, le virus a atteint le poumon, on parle de pneumonie virale, et donc ce sont des personnes qui ont besoin d'oxygène. Il y a heureusement beaucoup d'autres formes de Covid où on peut rester à la maison, mais donc dans les unités Covid, c'est principalement pour cette raison qu'on s'y trouve. Donc avant d'entrer dans l'unité Covid ou juste au moment où on y rentre, il y a un premier bilan qui va être fait. Ce bilan, ça va être principalement une prise de sang qui va permettre de vérifier les retentissements du virus sur le corps. On va aussi, si le diagnostic de Covid n'a pas été fait, on va réaliser des prélèvements au niveau du nez pour bien vérifier qu'il s'agit bien d'un Covid. Et puis, on va réaliser une imagerie thoracique, généralement un scanner thoracique, et donc un de mes collègues en parlera tout à l'heure, donc je n'en parlerai pas plus pour l'instant. Donc lorsqu'on est en unité Covid, les soins sont assez standardisés. Il y a, lorsque on est au stade où on a besoin d'oxygène, à ce jour, il n'y a pas de médicaments qui permettent de tuer le virus, qui permettent de bloquer le virus, en tout cas pas de médicaments dont l'efficacité a été prouvée. Donc les traitements qu'on va appliquer sont principalement ce qu'on appelle des traitements symptomatiques, des traitements qui vont permettre finalement d'attendre dans les meilleures conditions possibles que la pneumonie guérisse et qui vont aussi éviter la survenue de complications. Donc ces traitements, c'est l'oxygène, là encore, une de mes collègues va en parler tout à l'heure, donc je n'en parle pas, mais c'est à l'évidence un point très important. Donc les autres traitements appliqués sont les anticoagulants. De manière systématique, on va donner des anticoagulants parce qu'on sait que l'infection par le virus du Covid va avoir tendance à provoquer ce qu'on appelle des thromboses, c'est-à-dire des veines ou des artères qui vont se boucher et qui peuvent, par exemple, quand ça se passe au niveau du poumon, entraîner des complications très graves comme une embolie pulmonaire. Donc on va systématiquement donner des anticoagulants dont les doses vont varier selon la gravité, selon le poids de la personne. On va aussi systématiquement, lorsqu'on a besoin d'oxygène, donc en unité Covid, donner des médicaments anti-inflammatoires. Une part importante des symptômes de la pneumonie Covid sont liés à la réaction de notre corps contre le virus. Et donc le traitement anti-inflammatoire maintenant qu'on va donner à toutes les personnes qui ont besoin d'oxygène, c'est ce qu'on appelle des corticoïdes. Et le médicament le plus souvent utilisé s'appelle la dexaméthasone qu'on va donner pendant 7 à 10 jours. Ce traitement-là, on a pu démontrer au cours de la première vague qu'il permettait de réduire de manière importante la mortalité liée au Covid. Avec ce traitement, un des effets indésirables de ce traitement, c'est éventuellement de pouvoir réveiller certains parasites qu'on pourrait avoir dans notre tube digestif. Aux Antilles, en Martinique comme en Guadeloupe, il y a parmi les parasitoses digestives qui restent fréquentes, il y a une maladie qu'on appelle l'anguillulose et qui peut, si on a ces parasites dans son intestin sans le savoir, ce qui est assez fréquent, eh bien, le fait de donner ce traitement va pouvoir réveiller ce parasite et ce parasite risque de se répandre dans tout le corps. Et donc, pour ça, on va donner systématiquement un traitement antiparasitaire. Le traitement antiparasitaire de choix est l'ivermectine. Donc, on parle beaucoup de l'ivermectine. Vous avez sûrement entendu qu'un certain nombre de personnes pensent que c'est un bon traitement contre la Covid-19. Actuellement, on peut en parler tout de suite, toutes les études cliniques qui ont été faites donc chez l'homme montrent que malheureusement, il n'y a aucun bénéfice à prendre de l'ivermectine pour traiter le Covid. Mais donc, on en donne quand même, mais il faut bien comprendre pourquoi. Ce n'est pas pour traiter le Covid, c'est pour éviter des effets secondaires, des effets indésirables des corticoïdes. Parfois, lorsque les corticoïdes sont pas suffisamment efficaces, on va pouvoir rajouter d'autres produits inflammatoires, soit sous forme injectable, soit sous forme de comprimés. Donc ça, c'est vraiment la base du traitement dans les unités Covid. On donne très rarement des antibiotiques et très très rarement de première intention. Parfois, lorsque l'hospitalisation se prolonge, on peut avoir des bactéries qui vont venir en plus dans le poumon et on va donner des traitements antibiotiques, mais ce n'est pas du tout la règle. Au cours de l'hospitalisation, comme ça a été dit, souvent les personnes hospitalisées ont des problèmes de diabète, d'hypertension, de maladie de cœur. Et bien à ce moment-là, on va être obligé de traiter aussi ces problèmes associés qui souvent sont décompensés pendant le Covid, s'aggravent
pendant le Covid. Donc ça, c'est la prise en charge médicamenteuse principale qu'on va donner aux personnes. Alors, lorsqu'on est hospitalisé dans une unité Covid, bien sûr, on a le Covid, on risque de transmettre le Covid aux autres personnes et aux soignants. Donc, il y a un certain nombre de précautions qui sont prises. On peut être donc dans une chambre seule, parfois une chambre avec d'autres personnes, mais les portes sont fermées et le personnel qui rentre administrer les soins le font protégé par un masque, par une surblouse, en fonction des soins, par des gants et généralement aussi une protection au niveau des cheveux. En complément, on en reparlera peut-être avec l'oxygénothérapie, on propose maintenant beaucoup aussi aux personnes qui ont du mal à respirer en position normale de se mettre sur le ventre pour mieux respirer lorsqu'elles ont besoin d'oxygène. Donc voilà, c'est principalement les choses qui sont les traitements et les soins qui sont administrés en unité Covid. Et voilà, j'en dirai pas plus pour l'instant, je préfère être bref et puis pouvoir répondre à vos questions par la suite. Merci beaucoup pour ces explications. Après, nous avons le professeur Chantal Reyerson. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous parler des techniques d'oxygénation et les techniques de rééducation précoce, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est? Oui, bonsoir. J'espère que vous m'entendez. Oui. Moi, je suis professeure de pneumologie au CHU de Bordeaux et j'étais juste la semaine dernière en renfort sanitaire au CHU de la Guadeloupe. Dans la prise en charge de la Covid, ce qui se passe aujourd'hui, vous et moi et beaucoup de personnes, on ne réfléchit pas aux réflexes de respiration. On respire de façon spontanée. Dans la Covid, le premier traitement, c'est l'oxygénothérapie. L'oxygénothérapie, c'est un médicament qui est là pour augmenter l'apport en oxygène et permettre à l'oxygène finalement de faire son travail, c'est-à-dire d'être amené au niveau de l'ensemble de l'organisme, c'est-à-dire du cœur, du cerveau, des muscles, tous les tissus qui vont avoir besoin d'oxygène. Donc, dans la Covid, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir globalement 2 phases qu'on schématise dans la maladie. Une première phase où le virus est très présent, généralement où les patients sont peu symptomatiques. Et entre le 7e et le 10e jour d'évolution de la maladie, il va y avoir une phase inflammatoire qui sera beaucoup plus importante que la phase de multiplication virale. Et donc, dans cette phase inflammatoire, c'est elle qui va conduire à des signes de gravité, c'est-à-dire que les personnes vont être gênées pour respirer, probablement un peu moins que dans d'autres maladies respiratoires. On parle d'hypoxémie heureuse, c'est-à-dire que des fois, les personnes ne se sentent pas gênées pour respirer, elles sont simplement fatiguées, elles peuvent tousser un petit peu, elles n'ont pas de douleur dans la poitrine, et elles ont une immense fatigue. Et ça, il faut y faire attention parce que cette fatigue traduit déjà un essoufflement important. Donc, pour remédier à cet essoufflement, on va donner de l'oxygène et cet oxygène peut être donné à plusieurs débits. On peut donner de faibles débits avec un appareillage qu'on appelle des lunettes. Et puis, parfois, très souvent, quand les personnes arrivent à l'hôpital, on va donner de l'oxygène avec un masque. Vous avez probablement vu ces vidéos, un masque à haute concentration pour augmenter la concentration d'oxygène et pour permettre de passer un cap. Parfois, on y arrive et parfois, ce n'est pas suffisant. Quand cette étape n'est pas suffisante, on va administrer une méthode de ventilation que l'on appelle une pression positive. Peut-être que vos auditeurs ont déjà entendu parler d'une maladie qu'on appelle les apnées du sommeil. Et dans les apnées du sommeil, on va insuffler une certaine pression pour maintenir ouvertes les voies aériennes. Et donc, dans la Covid-19, on peut, en plus de l'oxygène, avec ces méthodes de ventilation, ventiler les patients pour leur permettre d'avoir un taux d'oxygène dans le sang qui soit suffisant et éviter le recours à l'intubation. Et enfin, comme autre méthode d'oxygénation que les pneumologues utilisent quand même depuis plusieurs années, mais que l'on a utilisé dans la Covid au cours de la première vague, c'est une méthode d'oxygénation que l'on appelle l'oxygénation à haut débit, c'est-à-dire qu'on va utiliser, tout à l'heure je vous parlais d'oxygène à 15 litres par minute en masque à haute concentration,
Dans l'oxygène à haut débit, c'est une méthode d'oxygénation qu'on utilise en milieu quand même sécurisé, en milieu de réanimation ou unité de soins continus ou médecine spécialisée, parce qu'il faut surveiller les patients. Et on va administrer un débit d'oxygène très élevé, qui peut être de l'ordre de 50 à 60 litres par minute, et qui a permis de réduire le nombre d'intubations. Donc, toutes ces méthodes d'oxygénation que je viens de vous décrire font partie d'un arsenal thérapeutique qui ont pour objectif d'éviter quand on peut, et on ne peut pas toujours, mais éviter le recours à l'intubation, essayer de suppléer l'apport en oxygène pour passer un cap, le temps de diminuer l'inflammation au niveau des poumons. Et tout ceci est très complémentaire de ce qu'a dit mon collègue tout à l'heure avec les corticoïdes, mais pas que, et également des anticorps qu'on appelle des anticorps monoclonaux, comme le tocilizumab, qui est un médicament qui est là comme anti-inflammatoire très puissant, qui va venir en conjonction des corticoïdes et de l'oxygène pour traiter la Covid-19. Alors, dans le cadre de cette maladie, de cette infection, on sait qu'il peut y avoir des atteintes musculaires et le fait aussi d'être allongé à l'hôpital, on a une perte de la force musculaire, à la fois des muscles des jambes périphériques, de l'ensemble de l'organisme, mais également des muscles respiratoires. C'est pour ça que l'on va mettre en place assez tôt, quand c'est possible, des méthodes de rééducation avec de la kinésithérapie pour remuscler à la fois les muscles respiratoires, les muscles entre les côtes, le diaphragme, qui est un muscle essentiel à la respiration, et tous les muscles périphériques. Et ça va aider à une meilleure récupération. Merci beaucoup pour ces informations. Avec nous, docteur Anne-Laure Cassildé. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel dispositif vous avez mis en place pour les familles quand vous avez une mauvaise nouvelle à annoncer, s'il vous plaît? Alors, bonsoir. Effectivement, nous avons mis en place au CHU de la Martinique un dispositif qui vise à s'entretenir en fait, avec les familles de patients. Ce dispositif a été mis en place dans un contexte si je peux dire, de médecine de catastrophe. Effectivement, l'afflux exceptionnel de patients dans le contexte de la crise sanitaire a saturé de façon brutale et extrême l'offre de soins sur l'ensemble du territoire et en particulier au CHU, ce qui amène les équipes qui étaient déjà en tension à l'être davantage. Elles sont particulièrement mobilisées auprès des patients auxquels elles doivent assurer des soins continus, même dans des unités qui n'assurent pas habituellement de soins critiques. Et elles sont complètement mobilisées, elles ont toute leur attention mobilisée pour ces patients. Effectivement, dans ce contexte-là, c'est difficile pour ces équipes de soins d'accorder du temps en entretien à des familles à qui on doit annoncer de mauvaises nouvelles, des nouvelles de décès, des nouvelles d'aggravation de leurs proches, ou des nouvelles aussi, dans ce contexte-là précisément, de non-accessibilité à la réanimation, du fait justement de la saturation de l'offre de soins. Donc c'est un contexte particulier qui nécessite que ces familles soient accompagnées, entendues, qu'on puisse répondre à leurs questions. Et malgré le catastrophisme de la situation, il est important pour les soignants du CHU de pouvoir quand même assurer cette présence et ces explications et ce temps d'échange auprès des familles et parfois des patients, puisque dans ce contexte, il arrive également qu'on doive faire des annonces à des patients hospitalisés de leurs proches qui étaient également hospitalisés. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on a mis en place une équipe mobile d'annonces qui est composée de professionnels qui ont l'habitude de faire des annonces de mauvaises nouvelles. Alors, ce sont des annonces qui habituellement sont dans des contextes tout à fait différents. Là, l'urgence change un petit peu la donne et les paradigmes dans lesquels on exerce nos professions. Et donc, ce sont des annonces qui sont encore plus difficiles que d'habitude. Donc, nous avons des binômes comprenant des médecins qui ont l'habitude de faire des annonces de maladies rares, de maladies incurables, ou par exemple de cancer, avec des infirmières d'annonce. Et on a adossé ce dispositif aux professionnels de la CUMP, donc la cellule d'urgence médico-psychologique, qui a été renforcée par des équipes extérieures pour également soutenir les équipes qui sont en grande souffrance dans la prise en charge de patients dans des conditions qui sont dégradées du fait de l'afflux massif des patients et dans la prise en charge de ces familles juste après l'annonce. Parallèlement
à ça, en fait, s'est fait ressentir le besoin de former des équipes qui n'ont pas du tout l'habitude de faire ce type d'entretien. Et donc, on a aussi mis en place la formation sur un mode de formation très court des équipes pour les sensibiliser au choix des mots, à la façon d'accompagner les familles et les patients dans le cadre de ces mauvaises nouvelles. Merci beaucoup pour ces informations. Ça doit être en plus très difficile pour vous. Nous savons qu'en Martinique, il y a beaucoup de jeunes, plus qu'en Guadeloupe, qui soient atteints du Covid. Alors c'est vrai que la population de personnes hospitalisées est en moyenne plus jeune que ce qui était attendu, notamment et de ce qu'on a vu au cours des précédentes vagues. Mais la problématique n'est pas tant sur la... Alors oui, c'est problématique qu'il y ait des jeunes, de patients qui ne puissent pas accéder à des soins critiques maximalistes. Mais il y a des problématiques qui sont que des familles entières sont touchées par cette maladie, que parfois il y a des personnes de confiance qui sont désignées mais qui sont elles-mêmes hospitalisées, voire décédées. Donc c'est des situations qui sont dramatiques à l'échelle individuelle, à l'échelle des familles et à l'échelle de la population tout entière. Et c'est important qu'on puisse accompagner ces personnes sur le plan de la relation, parce qu'en fait la relation humaine dans le soin est tout aussi importante que le reste. Et pour limiter au maximum l'impact que pourraient avoir ces situations dramatiques pour le futur. Merci beaucoup pour ces renseignements. Alors, docteur Emmanuel Placide, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que l'imagerie et quelles images sont pertinentes pour vous, s'il vous plaît? Docteur Placide ? Il n'est pas encore commenté. Alors, je vais vous poser une question au professeur André Cabier. Je voudrais savoir les traitements médicaux que vous prescrivez au CHU. Est-ce que c'est possible que les gens puissent les utiliser antérieurement, avant d'arriver à l'hôpital ou pas? Comment ça fonctionne? Alors, les traitements qui peuvent être utilisés avant d'arriver à l'hôpital sont, donc parmi ceux que j'ai cités, il y a les anticoagulants, et pour les personnes donc, qui ont un Covid qui ne nécessite pas l'hospitalisation mais qui ont des maladies ou ce qu'on appelle des facteurs de risque de thrombose, qui risquent à cause de ces autres maladies d'avoir les veines ou les artères qui se bouchent, eh bien, on recommande aux médecins généralistes aussi de prescrire ces traitements anticoagulants. Après, il y a une autre chose qui est plutôt fait en ville et qui n'est pas fait à l'hôpital parce que c'est trop tard, c'est administrer ce qu'on appelle des anticorps monoclonaux. C'est finalement aujourd'hui le seul traitement contre le virus qui soit disponible. Donc vous savez, quand on attrape le Covid, eh bien, on va naturellement fabriquer des anticorps qui vont après nous protéger pour éviter d'être réinfectés. Ou lorsqu'on se fait vacciner contre le Covid, eh bien, on va aussi fabriquer ces fameux anticorps. Eh bien, on a été capable de fabriquer ces anticorps au laboratoire et donc de pouvoir les injecter. Alors, on utilise ces anticorps comme traitement curatif pour des personnes qui sont à risque d'avoir un Covid grave. Donc ça, il y a toute une liste de pathologies. C'est toutes les personnes immunodéprimées, c'est les personnes qui ont des maladies donc qui font que le Covid est plus grave. Et donc, il y a beaucoup de personnes éligibles dans nos populations. C'est les personnes qui sont obèses, les personnes qui ont une hypertension compliquée, qui ont un diabète, qui ont des problèmes cardiaques. Donc tout cela, au moment où ils débutent le Covid, et donc c'est dans les 5 premiers jours qui suivent le début des symptômes, donc il faut aller très vite, eh bien on peut leur administrer ces anticorps qui permettent de neutraliser le virus, de diminuer de manière très très rapide la quantité de virus et qui évite dans 70% des cas l'hospitalisation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est réservé plutôt aux personnes non hospitalisées et qui est une avancée thérapeutique très importante. Merci pour cette réponse. Alors, est-ce que le docteur Emmanuel Placide nous entend? Docteur Placide, vous m'entendez? Bonsoir à tous, bonsoir aux auditeurs, je vous entends très bien. Bonsoir. Alors, expliquez-nous ce que vous faites, quelles sont les images, comment ça fonctionne, de quoi vous avez besoin pour travailler? Alors, je suis médecin radiologue, donc du coup, notre travail pendant cette épidémie de Covid va consister à faire des scanners. Les scanners permettent de suivre en fait des patients souvent hospitaliers
pour établir la sévérité de l'atteinte du Covid. Donc au scanner, on a des images qui peuvent être très typiques de l'infection Covid, avec ce qu'on appelle des plages en verre dépoli, autrement dit des taches de blanc au niveau du poumon. Et cette atteinte, elle va être plus ou moins étendue et on va établir un pourcentage de l'atteinte pulmonaire qui va permettre d'adapter les thérapeutiques et d'expliquer un peu les symptômes cliniques des patients. Dans le cadre du Covid, beaucoup ont entendu parler des embolies pulmonaires. C'est vrai qu'il y a beaucoup de complications thromboliques associées au Covid et on est amené aussi au scanner à faire des diagnostics d'embolie pulmonaire. Donc ça va être toujours un scanner injecté cette fois où on injecte dans les veines un produit de contraste qui va permettre d'opacifier les artères pulmonaires et de vérifier s'il y a des caillots ou pas. Donc vraiment, c'est dans la phase aiguë de la pathologie, c'est vraiment réservé à des patients plutôt hospitaliers. C'est pas une pratique en ambulatoire. C'est vraiment réservé chez des patients chez qui on a des symptômes et des critères de gravité avec dyspnée, des patients qui sont oxygéno-repérants. Le patient ambulatoire, il n'y a pas d'indication, en tout cas à la phase aiguë, de faire un scanner. On peut être amené à discuter des scanners s'il y a une suspicion forte d'embolie pulmonaire, dans des formes plus longues de symptomatologie Covid. Mais dans la phase initiale, en tout cas, le scanner est vraiment réservé aux patients hospitaliers. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, on va ouvrir la ligne. N'hésitez pas à appeler. Aujourd'hui, on parle de la prise en charge du patient en unité Covid. Donc, lorsque les gens arrivent à l'hôpital. Moi, j'ai une question. Donc, n'importe qui peut répondre. On entend beaucoup parler de tri en ce moment, de tri de patients. Comment ça se passe et sur quels critères vous définissez la personne qui peut être prise en charge ou pas, s'il vous plaît? Écoutez, je peux essayer de répondre. Alors, déjà, le premier élément de réponse, c'est que ce terme de tri ne nous paraît pas du tout adapté parce que c'est pas du tout un tri qu'on fait. On n'a pas des personnes qui arrivent et puis on en met certaines à droite, certaines à gauche. C'est pas du tout ça. On est obligé, parce que les ressources sont limitées, on est obligé de faire ce qu'on appelle de la priorisation, c'est-à-dire d'établir quels sont les malades qui prioritairement vont pouvoir avoir accès aux traitements les plus invasifs, d'une manière générale aux soins critiques. Donc voilà, donc ça c'est une priorisation. Cette priorisation, elle se fait sur un certain nombre de critères qui reposent sur des données scientifiques, sur des données publiées, sur des faits. C'est pas quelqu'un qui décide le matin, tiens, je vais prendre un tel ou un tel. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a des publications qui nous permettent, des études scientifiques qui ont été faites et qui nous permettent de se dire que, en fonction de l'âge, mais pas seulement de l'âge, aussi du nombre de comorbidités, d'un certain nombre d'autres facteurs, eh bien, on a des personnes qui, si elles vont en réanimation, vont avoir beaucoup de chances de s'en sortir ou à l'inverse, avoir très peu de chances de s'en sortir. Et donc c'est sur ces critères-là que on priorise les personnes et que lorsque on a des ressources limitées, des places limitées en réanimation, que les personnes vont être admises de manière prioritaire ou moins prioritaire en réanimation. Mais là encore, justement, c'est pour ça que ce terme de priorité est plus adapté parce que finalement, les critères et le niveau de priorisation changent en permanence. Ça change en fonction du nombre de places disponibles, en fonction du nombre de personnes qui sont en attente de réanimation. Ça change aussi en fonction de l'état de santé de chacune des personnes. Une personne qu'on considérait comme peu prioritaire, eh bien, quelques heures après, pourra devenir prioritaire. Donc c'est vraiment quelque chose qui est dynamique, c'est quelque chose qui est très, très difficile à faire. Particulièrement difficile sur le plan psychologique pour l'ensemble des soignants qui font ça, mais c'est malheureusement dans notre situation aux Antilles une obligation en raison de la limitation des places en soins critiques. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse. Vous voulez rajouter quelque chose ?
Moi, je veux bien rajouter quelque chose, juste un détail. Il faut préciser que ce n'est pas parce qu'un patient n'est pas pris en charge en réanimation qu'il n'est pas pris en charge de façon optimale. Les patients, même en dehors de la réa, bénéficient de tous les traitements en dehors de l'intubation et donc des traitements qui sont associés à l'intubation pour traiter cette maladie, ceux qui ont été évoqués par mes collègues précédemment, la corticothérapie, les anticorps monoclonal qu'on utilise, l'oxygène, le décubitus ventral, même en service d'hospitalisation hors soins critiques, les patients reçoivent cette prise en charge et tous les patients sont pris en charge avec les moyens qu'on a à l'instant T. Mais ne pas aller en réanimation ne veut pas dire qu'un patient n'est pas pris en charge et qu'il n'aura pas été reçu un traitement optimal. D'accord, merci pour cette réponse. Donc là, c'est le fameux suivi après qui est fait par les infirmières libérales. Le suivi fait par les infirmières libérales concerne des patients qui sont non hospitalisés, c'est-à-dire qui n'ont plus des critères de sévérité qui requièrent une hospitalisation et une surveillance soutenue. Les patients qui peuvent être pris en charge par des infirmières, soit ce sont ceux qui, effectivement, pour lesquels on avait décidé de façon collégiale d'emblée que même une hospitalisation serait délétère pour eux ou n'amènerait pas de bénéfices, ou alors ce sont les patients qui sont suffisamment stables et qui ont évolué de façon suffisamment favorable pour rentrer à la maison. D'accord, merci pour cette information. Alors peut-être pour le docteur Emmanuel Placide, est-ce que vous voyez une différence dans les images que vous faites entre le variant Delta et le Covid de l'année dernière, s'il vous plaît? Non, pour nous, au scanner, il n'y a pas de différence en fonction des variants. Nous, au scanner, il faut comprendre qu'il y a des images qui vont être typiques de Covid, avec l'aspect dont je vous parlais, l'aspect en verre dépoli, qui consiste à des taches blanches qui vont être disséminées un peu sur les deux poumons. Et il y a des images un peu plus atypiques, mais qui ne vont pas déterminer tel ou tel type de variant. Nous, c'est vraiment la sévérité de l'atteinte qu'on va déterminer, et on va rechercher, comme je vous le disais, dans certains cas bien précis, s'il y a une embolie pulmonaire associée, etc. Merci beaucoup. Alors, on a une question. Ça permet de faire aussi, pour compléter, c'est tout ce qui est diagnostic différentiel et complications liées au Covid. Ça arrive qu'il y ait des pneumothorax post-Covid, des surinfections post-Covid. Et c'est vrai que le scanner a sa place dans le diagnostic des complications liées au Covid. La fibrose, exactement dans des cas de Covid long où les poumons vont s'abîmer. C'est vrai que c'est des choses que le scanner permet de faire. Merci beaucoup. Alors, on a une question. Bonsoir. Allô? Bonsoir, madame. Bonsoir. Je m'appelle Lucille, j'appelle de Basse-Terre. Enchantée. Posez votre question. Écoutez, je viens d'allumer mon téléviseur. Je pense que j'aurai une réponse à ma question. Alors, je voudrais savoir, je pense qu'il y a un souci. Parce que quand un patient se sent mal, il arrive aux urgences, ou bien il va voir son médecin traitant. On constate que c'est le Covid. On lui dit, retournez chez vous, prenez les comprimés que vous connaissez, et puis ça va aller. Alors moi, je me demande pourquoi laisser la santé de ces gens-là se dégrader, et après, d'ici une semaine, ils ont des problèmes respiratoires, il faut qu'ils aillent aux urgences. Moi, je dis, est-ce que ce n'est pas encombrer justement l'hôpital à ce moment-là, c'est pas mal, va être certainement hospitalisé, sous oxygène, etc. Mais je trouve, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire en amont pour que ces gens-là ne puissent pas avoir ce souci de respiratoire, on va dire ça comme ça, et qu'ils ne se retrouvent pas sous oxygène à l'hôpital? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire chez soi, quoi? Voilà, c'est ma question. Je laisse les professionnels répondre. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un peut répondre, s'il vous plaît? Merci, au revoir. Au revoir. Oui, je veux bien répondre. Je pense qu'effectivement, la question, elle est tout à fait judicieuse, elle est tout à fait pertinente. Et il y a une solution pour éviter ces formes graves. Et la solution, c'est la vaccination. La vaccination a permis de montrer qu'il y avait une réduction des formes graves nécessitant justement l'oxygène de 95%. Donc effectivement, l'auditrice, elle a tout à fait raison de poser la question. Et la solution que l'on a aujourd'hui, c'est la vaccination, pour prévenir.
Et ensuite, malheureusement, quand on n'est pas vacciné et qu'on a des symptômes, dans ce cas-là, il y a effectivement la surveillance avec le médecin traitant de la saturation des symptômes. Mais au départ, il y a une solution qui est la vaccination. D'accord, merci. Et pour quelqu'un qui n'est pas vacciné et qui a déjà des symptômes, est-ce qu'on peut faire une association de anti-inflammatoires, antioxydants, comme vous disiez tout à l'heure, pour pouvoir au moins éviter que la personne ne tombe dans un état grave? Alors, 2 éléments. Oui, non, pardon, allez-y. Non, allez-y. Non, aujourd'hui, effectivement, c'est ce dont parlait mon collègue, c'est-à-dire que effectivement, chez les personnes qui sont immunodéprimées ou qui ont certains facteurs de risque, il y a des critères qui ont été diffusés aux médecins. Ils peuvent bénéficier effectivement de ces anticorps monoclonaux qu'on a à disposition maintenant depuis quelques mois. Voilà. Mais effectivement, pour quelqu'un qui n'a pas actuellement de facteur de risque et qui a des symptômes, finalement, il n'y a pas d'indication aux anticorps monoclonaux aujourd'hui. D'accord. Mais il y a vaccination, et chez les personnes qui sont fragiles, en fonction de certains critères qui vont être évalués par le médecin traitant, s'ils ont effectivement des symptômes moins de 5 jours, ils peuvent bénéficier de ces anticorps monoclonaux pour éviter l'aggravation. Donc on a quand même des ressources thérapeutiques, mais qui sont à des temps différents. D'accord, merci beaucoup pour cette information. On entend aussi parler d'oxygène et de mesurer le taux d'oxygène dans le sang. Alors qu'est-ce que c'est et comment ça se passe, s'il vous plaît ? Alors, on a des petits appareils qui sont maintenant à disposition, qu'on appelle des oxymètres, des saturomètres. En fait, c'est une petite pince qu'on va mettre au bout du doigt et on va mesurer la quantité d'oxygène qui est fixée à l'hémoglobine, aux globules rouges. Et donc, globalement, quelqu'un, on va dire de façon très générale, qui n'a pas besoin d'oxygène, c'est quelqu'un qui va avoir une saturation en oxygène supérieure à 92%. Voilà, entre 92 et 100%. Donc, effectivement, quand la saturation est inférieure à 92%, ça veut dire qu'il y a une insuffisance respiratoire. Et à ce moment-là, il y a une indication de prescription d'oxygène pour que la saturation, la quantité d'oxygène dans le sang puisse remonter. Du coup, comment les patients chez eux font pour savoir ? Ça veut dire que quand votre médecin vous demande d'aller chercher la machine à la pharmacie ou comment ça fonctionne ? Non, aujourd'hui, alors ça dépend des endroits parce qu'on sait qu'on est aussi en carence de matériel. Oui. Mais aujourd'hui, en fait, les saturomètres doivent être à disposition auprès des professionnels de santé. D'accord. Mais il faut savoir que à partir de la deuxième vague en France hexagonale, il y a des patients qui ont acheté des saturomètres et avec leur médecin traitant, ils se sont surveillés parce que des fois, on n'a pas toujours une infirmière qui peut vous surveiller. Ce qui est important, c'est que ça se fasse quand même avec les conseils d'un professionnel de santé pour éviter des inquiétudes, des angoisses, de manière à avoir des repères. Mais ce sont des appareils que l'on a à disposition maintenant, que beaucoup de professionnels de santé, qu'ils soient médecins ou infirmiers, peuvent avoir facilement à disposition. D'accord, merci beaucoup. J'aurais une autre question pour vous. Donc le médecin qui veut répondre peut y aller sans problème. Alors attendez, on a un appel. Bonsoir. Bonsoir, vous nous entendez ? Oui, allô ? Bonsoir madame. Oui. Posez votre question. Attendez, parce que je n'entends pas. Coupez la télé peut-être oui. Et posez votre question, allez-y. Oui, moi j'aimerais bien poser une question, parce que j'ai entendu que, en fait, pour éviter le début, les gens qui sont malades, etc., qu'il faut passer par la vaccination. Mais je voudrais savoir qu'est-ce qu'ils en pensent, tous ceux qui sont le nombre de personnes qui ont le Covid et qui se font soigner chez eux et qui guérissent. Qu'est-ce qu'ils en pensent de ça ? Alors, est-ce que quelqu'un peut répondre, s'il vous plaît ? Alors oui, heureusement, toutes les personnes qui ont la Covid ne vont pas aller à l'hôpital statistiquement. Heureusement qu'il y a des formes même paucisymptomatiques qui vont être traitées à la maison et qui vont guérir. Ça, c'est une réalité. Mais on va dire que dans certains cas, malheureusement, on a des patients qui, avec des facteurs de risque ou sans facteurs de risque, puisque petit à petit, les personnes avec facteurs de risque ont été un peu plus vaccinées, vont malheureusement se dégrader. C'est une minorité si vous prenez par exemple 100 personnes
qui ont été contaminés par la Covid. L'évolution vers les formes graves, elle concerne entre 5 et 10% en fonction des populations. Oui, c'est pas beaucoup. Donc effectivement, c'est une minorité. Mais quand vous avez une vague comme ce qui nous arrive en Guadeloupe, du coup, ça sature le système de santé. Donc effectivement, il y a des formes qui vont heureusement guérir spontanément et qui vont rester à la maison, mais il y en a aussi qui vont s'aggraver. Et ce qu'il faut, c'est éviter le pourcentage de personnes qui ont des formes graves. Pas simplement pour la saturation du système de santé, d'abord pour elles-mêmes, parce qu'après, il y a un risque de séquelles également sur le long cours, pour celles qui vont réussir à survivre et passer le cap de la réanimation. Alors justement, bon, on sait qu'on peut avoir le Covid une fois et être réaffecté malheureusement. Est-ce que vous avez déjà vu, vous, dans vos services hospitaliers, des patients que vous aviez déjà traités, par exemple l'année dernière, et qui reviennent cette année? Et est-ce que c'est plus compliqué pour eux? Comment ça fonctionne? Alors, la plupart des cas de réinfection, c'est vrai que ça a été bien décrit, la plupart des cas de réinfection ont été décrits chez des personnes en fait qui avaient eu un premier Covid pas très symptomatique et un deuxième Covid pas très symptomatique non plus. D'accord. À l'inverse, quand on a eu par exemple l'année dernière un Covid qui a nécessité une hospitalisation, on sait qu'on a une protection durable qui dure plusieurs mois et vous savez que maintenant on recommande une seule injection de vaccin. On recommande quand même donc aux personnes qui ont eu le Covid de se faire vacciner, mais seulement avec une seule injection à partir de 2 mois après le Covid. Mais bon, ça peut être 3 mois, 4 mois, 5 mois après. Et donc ça permet d'avoir une protection renforcée et très forte. Mais le fait d'avoir, par exemple, si c'était le sens de votre question, 2 Covid graves ou un Covid pas grave, puis un Covid grave, c'est quelque chose qui est exceptionnel. D'accord, merci beaucoup pour cette information. On a vu aussi, alors on a un appel, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir madame. Alors, coupez le son peut-être. Comment? Coupez le son peut-être. Présentez-vous et posez votre question. Oui, je suis Marlise. Coupez le son de votre téléviseur, s'il vous plaît. Excusez-moi. Pas de souci. Excusez-moi. Oh là là. Allez-y. Voilà. Bonsoir, madame. Bonsoir. Voilà, je suis Marlise. Vous avez abordé un sujet qui m'intéresse parce que là, j'ai fait une sérologie qui me parle dans les résultats anticorps anti-SARS. Donc, ça m'inquiète. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous avez fait une sérologie Covid? Une sérologie, oui. Alors, peut-être... Et pas de symptômes. C'est marqué pas de symptômes. Anticorps anti-SARS COVID-2-1GG négative. Et en plus, en bas aussi, anticorps anti-SARS négative. Donc, c'est que vous n'avez pas été infecté. Absence d'anticorps anti-SARS, une infection débutante ne peut être exclue. Qui peut répondre? Donc, en fait, ça veut dire... Comment? Oui, donc là, ce que vous nous lisez, donc en fait, SARS, c'est le nom du virus qui est responsable du Covid. Donc on l'appelle le SARS-CoV-2. Raccrochez, madame, on va vous répondre. Voilà, donc en fait, c'est le nom du virus parce qu'effectivement, à la sérologie, on recherche si le corps a fabriqué des anticorps contre un virus. Donc effectivement, c'est le nom du virus. Et d'après ce que vous nous avez dit, vous n'avez pas fabriqué d'anticorps contre ce virus. Et donc ça veut dire que vous n'avez probablement pas été en contact avec le virus. Alors, ces examens sérologiques peuvent être positifs lorsqu'on a été en contact avec le virus ou lorsque on a été vacciné. À ce moment-là, c'est une sous-catégorie de ces anticorps qu'on appelle qui sont positifs et on peut voir sur la sérologie si effectivement on a eu une infection naturelle ou si on a été vacciné. Merci beaucoup pour la réponse. Alors tout à l'heure, je vais aller vous poser une question au sujet du patient une fois qu'il est
en unité Covid. Comment vous déterminez si la personne doit rester tout de suite à l'hôpital ou bien si elle peut repartir? Vous nous avez dit que ça dépend de l'état de ses poumons, mais on sait que ça peut s'aggraver très rapidement. Comment ça se passe? Est-ce que vous lui demandez de revenir le lendemain ou comment ça fonctionne? Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Alors, en fait, allez-y. Oui, si, on vous a attendu. Alors c'est une bonne question et la réponse n'est pas toujours facile. C'est-à-dire que on sait que par rapport au tout début des symptômes, le moment où le poumon est atteint, c'est habituellement la deuxième semaine après ce début des symptômes. On sait que les symptômes peuvent s'aggraver rapidement, s'améliorer un peu, se réaggraver. Donc c'est pas toujours facile de trouver le bon moment où on peut dire qu'on est en train de s'améliorer. Donc c'est sur un ensemble d'arguments qu'on va le dire. D'abord, la durée depuis le début des symptômes. Ensuite, le fait que lorsqu'on a quelqu'un qui est en unité Covid, qui a besoin d'oxygène, et bien que ses besoins en oxygène diminuent, c'est-à-dire qu'on peut diminuer la quantité d'oxygène qu'on lui administre, et puis aussi sur la prise de sang, lorsqu'on voit que le corps est moins enflammé, qu'il y a un certain nombre de produits qu'on peut doser dans le sang qui nous permettent de voir que l'amélioration est en cours. Mais c'est vrai qu'on est toujours très très prudent avant de laisser repartir les personnes. Et donc du coup, justement dans des situations de vagues épidémiques très importantes comme maintenant, où on a envie quand même de faire sortir rapidement les personnes parce que beaucoup de personnes affluent à l'hôpital, et bien on peut transférer ces personnes avec de l'oxygène, soit dans des autres unités où elles seront prises en charge, mais de manière, des unités moins aiguës, ou même organiser un retour à domicile sous oxygène lorsque on considère qu'on a passé le moment où on risque une aggravation. Mais toujours est-il que c'est vrai que dans les jours qui suivent le moment de la sortie ou du transfert dans d'autres unités, on a besoin d'avoir une surveillance attentive parce qu'on sait que les choses peuvent se réaggraver. Merci beaucoup. Alors, on a une question. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous avez posé une question, s'il vous plaît? Oui, allez-y, madame. Alors, je disais, oui. Coupez le son de votre télé, s'il vous plaît. 2 secondes, je baisse la télé. Oui. Je baisse. Attendez, 2 secondes. Tout de suite, ça va aller. Alors, je vous disais, bonsoir. Bonsoir. C'est pas possible, ça. Allez-y. Je vous disais, pour une personne qui a été opérée de cancer, depuis la chimio, il a les globules blancs bas. Est-ce qu'il y a un risque pour cette personne de prendre le vaccin? Parce qu'il n'a pas suffisamment, sa défense immunitaire n'est pas renforcée. Et ça fait quand même quelques années. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque pour cette personne de prendre le vaccin? Voilà, ma question est celle-là. Merci, madame. On va vous répondre. Si quelqu'un peut répondre, s'il vous plaît. Alors, c'est simple, il n'y a absolument aucun risque. Et donc ça, c'est vrai que c'est une question qu'on a très très souvent dans les centres de vaccination, consultation ou dans les médias. Beaucoup de personnes qui ont des maladies chroniques, des maladies graves, pensent que le vaccin peut aggraver la maladie. C'est tout le contraire. Le fait d'avoir ces maladies font que si elles attrapent le Covid, ils ont un risque beaucoup plus important de se retrouver à l'hôpital, de se retrouver en réanimation, de faire un Covid grave. Donc, pour toutes les pathologies chroniques, quelles qu'ils soient, il faut au contraire, c'est une raison supplémentaire pour être vacciné. Chez les personnes qui ont des maladies qui entraînent ce qu'on appelle une immunodépression, une baisse des défenses, le seul risque, entre guillemets, c'est que le vaccin marche moins bien. Et donc, dans ces cas-là, par exemple, on peut être amené à proposer 3 injections de vaccin. Voilà. Mais en tout cas, il n'y a aucun risque, et ça, il faut vraiment être clair, le répéter, aucun risque d'aggravation de la maladie chronique. D'accord, merci. Moi, j'ai une dernière question très rapidement par rapport à la question de la dame. Est-ce que quand les médecins vaccinent leurs clients qui sont déjà un petit peu malades, il y a vraiment un suivi qui est fait derrière? Au niveau des médecins, est-ce que vous savez quelle indication ils ont, s'il vous plaît?
Alors, de toute façon, on a l'indication à chaque fois qu'on vaccine. Alors, donc généralement, donc on revoit les personnes 2 fois. Hein. La plupart des vaccins utilisés comportent 2 injections. Donc déjà, à la 2e injection, ça nous permet de savoir comment s'est passée la première, s'il y a eu des problèmes d'intolérance ou autre. Et après, effectivement, à chaque vaccination, on informe les personnes de la possibilité d'avoir des effets indésirables et on leur demande s'il y a des effets inattendus qui surviennent, d'en parler, alors soit à leur médecin traitant, soit au médecin qui les a vaccinés dans un centre de vaccination, soit eux-mêmes, comme ça a été indiqué en début d'émission, de rapporter les effets indésirables sur la plateforme de l'ANSM. Mais voilà, le plus souvent, on demande aux personnes, s'il y a quoi que ce soit, de nous recontacter. Et puis pour les personnes qui ont des maladies chroniques, eh bien, elles sont suivies soit par leur médecin généraliste, soit par un spécialiste pour leur maladie chronique. Et à ce moment-là, s'il y a quoi que ce soit, bien sûr, elles se manifestent. Mais en tout cas, c'est très important de le faire, de le dire, que si quoi que ce soit survient dans les jours, dans les semaines qui suivent la vaccination, il ne faut pas garder ça pour soi, il faut en parler soit à son médecin traitant, soit à son médecin spécialiste. D'accord, merci beaucoup pour votre intervention. Très rapidement, est-ce que vous avez un dernier mot à rajouter ? Non, c'est bon ? Bon, merci beaucoup pour votre intervention. En tout cas, demain, nous allons parler de la prise en charge en réanimation. Et là, on va voir un petit peu comment travaillent les médecins et comment ça se passe à l'hôpital. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée à vous. Prenez soin de vous, surtout le plus important. Et essayez de ne pas vous contaminer. Hein, ne contractez pas le Covid. Donc déjà, ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Et ne le faites pas. Circulez. Merci à tous. Au revoir et bonne soirée. Merci, bonne soirée.